Alors, on va maintenant aborder un nouveau paragraphe qui est l'application du premier principe à un système vraiment classique, un gaz parfait. Alors, je vais quand même souligner l'importance de tout ce que je vais faire dans ce paragraphe-là. Tout simplement, dès qu'on aura des machines avec écoulement d'un fluide gazeux, il sera très fréquent que la modélisation adoptée soit celle du gaz parfait. Elle est un peu simpliste, mais comme elle est très très universelle, on arrivera à expliquer beaucoup de choses avec ça. Donc il va être très important de décrire tout ce que peut subir un gaz parfait comme type de transformation et de bien maîtriser les équations énergétiques qui sont associées à ce système-là, et en particulier l'application du premier principe. Alors vous allez voir, il y a beaucoup d'outils à introduire, et ce sera une vidéo assez longue, mais vraiment prenez le temps de la re-regarder, de la re-regarder s'il y a besoin, parce que la maîtrise de ça va conditionner votre appréhension derrière des machines thermodynamiques. Première chose, pour un gaz parfait, il y a une propriété essentielle, c'est que les deux fonctions d'état U et H ne vont dépendre que du paramètre température. Donc dans le chapitre précédent, on a vu que le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, ça impliquait que l'énergie interne ne dépendait que de la température et pas du volume. Et en fait, pour un gaz parfait, on va montrer immédiatement que c'est vrai pour l'enthalpie, parce que H, par définition, c'est U plus PV. Alors pour un gaz parfait, PV c'est nRT avec l'équation d'état. Et donc comme U ne dépend que de la température et pour un système fermé, Nr c'est une constante, il ne reste plus que T comme variable d'état. Voilà. Donc on en déduit que H comme U ne dépendent que de la température du gaz pour un gaz parfait. Attention, c'est faux pour un gaz de Van der Waals. Ça c'est une conséquence du fait qu'il n'y ait pas d'interaction. Mais pour un gaz parfait, c'est ça. Alors ensuite, on va définir ce qu'on appelle les capacités thermiques d'un gaz parfait. Vous allez voir qu'il y en a deux. On aura besoin de deux grandeurs, qui sont nommées capacité thermique à volume constant, notée CV, qu'on a déjà introduite en fait, et une nouvelle, qui est capacité thermique à pression constante, notée CP. Alors ces deux grandeurs sont définies comme ça. La capacité thermique à volume constant, c'est dU sur dt. Alors pourquoi on a le droit d'écrire ça? Parce que U, comme H, ne dépendent que de la température, donc j'ai bien le droit de considérer la dérivée de U par rapport à sa seule variable, qui est la température. Et la capacité thermique à pression constante, c'est défini comme Cp égale dH sur dt, où H est l'enthalpie du gaz parfait. Voilà, on en aura très souvent besoin de ces deux grandeurs. Elles s'expriment en joules par Kelvin, ce sont des capacités thermiques, voilà. Et la signification précise de leur nom, je vous en ai parlé un petit peu hier. Si ça vous intéresse, j'ai mis en annexe la définition plus générale de ces grandeurs-là, parce que pour un gaz parfait c'est simple, mais pour des systèmes elles sont définies de manière un petit peu plus compliquée, ce qui explique le nom. Voilà, je ne détaille pas ça, mais si ça vous intéresse, j'ai mis une partie en annexe. En tout cas, ces grandeurs sont extensives. Si vous considérez deux gaz identiques, eh bien, la capacité à volume constant de l'ensemble des deux gaz, c'est la somme des deux capacités. Et puis, on peut définir la capacité molaire ou massique d'un gaz parfait, qui sont simplement des grandeurs intensives. Il suffit de diviser par la quantité de matière ou par M. Voilà. Alors en fait, pour un gaz parfait, ces deux grandeurs-là ne sont pas indépendantes. Il existe un lien fondamental entre les deux, qui est la relation de Mayer. En fait, il existe toujours un lien, mais pour un gaz parfait, elle est particulièrement simple et il faut la connaître et savoir la redémontrer. Ce lien-là, il s'obtient simplement en partant de Cp, qui est dH sur dt. H, c'est U plus PV par définition, donc on décompose. Et on utilise la linéarité de la dérivée, du sur dt, plus dnRT sur dt. Alors du sur dt, c'est Cv. Et puis dnRT sur dt, vu que nr c'est une constante, on a simplement nr. On dérive par rapport à la température nRT, on obtient nr. Et on retient donc sous cette forme Cp moins Cv égale nr. Voilà, qu'on appelle la relation de Mayer. N'oubliez jamais que c'est pour un gaz parfait, ça. Voilà. Donc pour un gaz parfait, vous voyez la différence entre les deux capacités thermiques, elle est constante et elle vaut nr. Une autre grandeur qui va nous être très utile pour un gaz parfait, c'est ce qu'on appelle l'exposant adiabatique. Sa notation, c'est gamma, en grec, pour un gaz parfait. Sa définition, pour le moment, on va l'admettre, elle est un peu obscure, mais il faut pour le moment l'accepter comme elle est. Gamma égale Cp sur Cv. Donc on appelle ça exposant adiabatique.
Alors, en fait, on va voir la signification de ce terme plus tard, hein. Pour le moment, on se dit pourquoi c'est pas un exposant. Bah si, ce sera un exposant, mais plus tard. Voilà, pour le moment, la définition, c'est juste ça. Alors, il y a quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que pour n'importe quel gaz, on aura gamma plus grand que 1. Alors, pourquoi? Parce que d'après la relation de Mayer, Cp est plus grand que Cv, et donc bah, Cp sur Cv est plus grand que 1. Ça, c'est important. Si vous faites des applications numériques, vous devez trouver un gamma plus grand que 1 systématiquement. Alors en fait, la valeur de gamma va dépendre de la nature du gaz. Et en particulier, il y a deux cas particuliers importants. C'est pour des gaz parfaits monoatomiques ou diatomiques. La valeur de gamma, elle est très classique et on l'utilise souvent. Alors on va voir d'où ça sort. Pour un gaz parfait monoatomique, on avait déjà établi que Cv c'était 3,5 de Nr, parce que U c'était 3,5 de Nrt. Donc Cv c'est 3,5 de Nr. Alors la relation de Mayer nous permet d'avoir Cp, parce que Cp c'est Cv plus Nr, donc ça fait 3,5 de Nr plus Nr, ce qui fait 5,5 de Nr. Et puis après, le gamma, il suffit de diviser Cp par Cv, 5,5 sur 3,5, on obtient 5 tiers, donc 1,67 à peu près. Pour un gaz parfait diatomique, on fait la même chose, donc on avait Cv qui valait 5,5 de Nr, du coup, Cp vaut donc 7,5 de Nr, et ça fait gamma égale 7 cinquièmes, donc 1,4. Ces deux valeurs-là sont vraiment très utilisées, parce que d'une part, on utilise beaucoup gamma, vous allez voir dans la suite, mais aussi parce que les gaz parfaits monoatomiques ou diatomiques, c'est quand même une très grande majorité des gaz utilisés en thermo, ne serait-ce que parce qu'en particulier l'air est constitué d'un mélange de deux gaz diatomiques. Donc voilà. Ces deux valeurs-là sont à connaître, à savoir redémontrer, parce que c'est classique. Et alors ce qui est bien, c'est que pour un gaz parfait, on va pouvoir donner l'expression de Cp et de Cv en fonction de gamma. Et donc, à partir du moment où on a gamma, on aura l'expression de Cp et Cv pour n'importe quel gaz. En fait, c'est assez simple par rapport à ce qui est au-dessus, parce qu'on a un premier lien entre Cp et Cv, qui est donné par la relation de Mayer, et un deuxième qui est donné par la définition de gamma. Voilà, donc on a deux équations, deux inconnues, on va donc pouvoir exprimer Cp et Cv en fonction de gamma uniquement, et de Nr. Donc là, ça fait Cp égale gamma Cv, on reporte, gamma Cv égale Cv plus Nr. On isole Cv dans la première équation, voilà. Donc ça fait Cv facteur de gamma moins 1 égale Nr, ce qui fait Cv égale Nr sur gamma moins 1, et Cp qui vaut gamma Cv, c'est gamma Nr sur gamma moins 1. Voilà, refaites encore cette démonstration, elle est importante. Ces deux expressions-là sont à connaître par cœur, et à savoir redémontrer. En fait, on va les utiliser extrêmement souvent, parce qu'on aura besoin du Cp et Cv absolument tout le temps, comme vous allez le voir dans le paragraphe d'après. Voilà. Donc, on va le voir tout de suite. Ça s'appelle les lois de Joule. Parce qu'un gaz parfait va vérifier les deux lois de Joule suivantes. N'importe quelle transformation du gaz parfait permettra d'écrire la variation d'énergie interne du gaz, c'est juste Cv fois ΔT, et la variation d'enthalpie du gaz, c'est Cp fois ΔT. Alors, voilà, ces deux choses-là, on les appelle première loi de Joule et deuxième loi de Joule. Vous pourrez les utiliser directement, hein, mais en fait, la démonstration est très simple. Cv, c'est du sur dt, et comme Cv est une constante et ne dépend pas de la température, bah, il suffit juste d'intégrer cette relation entre un état initial et un état final. Donc on a ΔU égale Cv ΔT. Exactement pareil pour Cp, hein, dH sur dt, puis on fait pareil, et on obtient la deuxième loi de Joule, en remarquant que Cp ne dépend pas de la température. Voilà. Alors nous, on va de temps en temps directement remplacer Cv et Cp par les expressions qu'on a trouvées au-dessus, hein. Donc on pourra toujours écrire ça pour un gaz parfait. Le lien entre la variation d'énergie interne et la variation de température, c'est simplement ce nombre-là, avec gamma qui dépend de la nature du gaz. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'éléments, hein, vraiment, prenez le temps de recopier tout ça, l'apprendre, parce que on en aura besoin. Alors, on va maintenant aborder toutes les transformations modèles du gaz parfait, ou usuel si vous voulez. Parce que le gaz parfait, on peut lui faire subir, comme tout gaz, hein, des transformations assez différentes, et il faudra bien identifier ce qu'on va pouvoir utiliser comme loi dans les cas des transformations qu'on abordera. La première transformation qu'on va voir, c'est la transformation isochore. Je vais toujours utiliser le même plan pour toutes les transformations. Transformation isochore, ça veut dire V égale constante. Alors on va tout de suite remarquer que pour un gaz parfait,
ça va impliquer un lien entre les autres paramètres d'état. En effet, si V est constante, alors, par la loi des gaz parfaits, nRT sur P est constante. Mais comme on s'intéresse à un système fermé, Nr, il ne change pas, c'est une constante. Donc on a directement T sur P qui est constant. Ça signifie que entre deux états quelconques d'une transformation isochore, le rapport T sur P se conserve. Donc autrement dit, voilà, si vous prenez un état initial, un état final, ou même des états intermédiaires sur une transformation isochore, vous avez toujours le rapport T1 sur P1 qui est égal à T2 sur P2. Alors ça, c'est pratique pour déterminer rapidement une pression ou une température inconnue si vous savez que le volume se conserve. Alors, on va donner la représentation de toutes les transformations dans un diagramme de Watt, pression-volume. Une transformation isochore, c'est particulièrement simple parce que le volume est en abscisse. Donc une transformation isochore sera toujours représentée dans un diagramme de Watt par une droite verticale. Alors après, on a deux cas. Soit on va d'un état initial plus bas à un état final plus haut. Et là, c'est un échauffement isochore. Alors, échauffement, bon, on se demande pourquoi il n'y a pas la température. En fait, c'est assez simple, parce que si, à volume constant, la pression augmente, eh bien, on est absolument sûr que la température doit augmenter aussi, par cette loi-là. Si le rapport T sur P doit se conserver, si P augmente, T augmente, forcément. Et puis le refroidissement, c'est l'inverse. On part d'une pression plus élevée, on arrive à une pression plus faible, à volume constant. C'est un refroidissement isochore. Alors, le travail des forces pressantes. Donc là, c'est simple, on l'a déjà vu, mais je vais le redire. Pour une transformation isochore, le volume du gaz ne varie pas. dV est donc nul. Ça veut dire que les forces pressantes ne fournissent aucun travail au gaz, delta WP égale à 0. Alors dans la suite, de toute façon dans toute la suite de ce chapitre, je vais supposer qu'il n'y a que les forces pressantes qui sont susceptibles de travailler. Ce sera vraiment un cas fréquent, donc voilà, je ne le dirai plus après, mais le travail c'est WP. Donc là ici il est nul pour une isochore. Le premier principe, il s'écrit simplement delta U égale Q, ça on l'a déjà vu, s'il n'y a que les forces pressantes qui travaillent, ici elles ne travaillent pas, donc voilà. Premier principe s'écrit comme ça. Et on a vu que delta U, par la première loi de Joule, ça s'écrit CV delta T. Donc pour une transformation isochore, on aura simplement CV delta T qui est égal à Q, où Q est l'énergie thermique reçue par le gaz. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'utile. Donc CV, on peut donner son expression si on veut, mais on peut le laisser comme ça aussi si on sait ce que vaut CV. Alors ça permet de relier la variation de température du gaz au cours d'une transformation isochore avec l'échange thermique, donc autrement dit l'énergie thermique reçue par le gaz, qui peut être positive ou négative, je vous rappelle, ce qui va conduire soit à un échauffement, soit à un refroidissement du gaz par l'intermédiaire de ce delta T. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour une transformation isochore d'un gaz parfait. Deuxième type de transformation, les isobars, transformation isobar. On suppose qu'on fait évoluer un gaz, on lui fait subir une transformation à pression constante. La pression du gaz reste toujours la même au cours de la transformation. La loi de conservation, elle s'écrit simplement ici P égale constante, mais comme P c'est nRT sur V, on a nRT sur V qui est constante, d'où le rapport T sur V se conserve. Voilà. Rapport T sur V se conserve, et ça veut dire que T1 sur V1 égale T2 sur V2 entre deux états quelconques d'une transformation isobar. Dans un diagramme pression-volume ou un diagramme de Watt, la transformation isobar, elle est très simple à décrire. C'est une droite horizontale, parce que la pression est en ordonnée. Donc là, on reste bien à pression constante. Je l'ai noté P0, cette pression. Là, on ne l'a pas, mais il y a le volume initial et le volume final. On distingue deux cas. Soit on va de gauche à droite, auquel cas c'est une détente. Pourquoi une détente ? Parce que le volume augmente, tout simplement. On parle aussi de dilatation isobar. Et là, c'est l'inverse, une compression isobar, parce que le volume diminue. Pour exprimer le travail des forces pressantes reçues par le gaz, là, il n'est pas nul, parce que d'une part, on voit que l'air sous la courbe, forcément, elle n'est pas nulle, et d'autre part, le volume diminue, donc ça revient au même, les forces pressantes travaillent. Donc là, on repart de l'expression élémentaire, delta WP, c'est moins PdV, puis on intègre entre l'état initial et l'état final de la transformation.
Ça fait le travail des forces pressantes égale intégrale de moins P dV. Alors ce qui rend l'intégrale relativement simple à calculer, c'est que P c'est une constante. Donc on la note P0 ici, la pression constante au cours de la transformation. On fait sortir le P de l'intégrale. On obtient donc WP égale moins P0 intégrale de dV. Voilà, donc on retrouve ce que j'avais déjà fait tout à l'heure, quoi. Mais ici je laisse P0 tranquille. Donc pour une transformation isobare, le travail des forces pressantes va simplement s'écrire moins P0 delta V, où delta V c'est le volume final moins le volume initial. Voilà. Donc on remarque au passage que ça c'est l'aire d'un rectangle, hein, où P0 c'est ça, c'est la longueur de ce côté-là, et puis VF moins VI, bah, c'est la longueur du côté horizontal. Voilà, au signe près, c'est l'aire sous la courbe en fait. Je vous laisse le soin de vérifier que le signe est cohérent. Voilà, regardez si delta V est positif, si delta V est négatif, si le travail a le bon signe, si c'est cohérent. C'est un bon entraînement, mais je vous laisse le faire à titre d'exercice. Alors quand on aura une transformation isobare, le premier principe, on pourra toujours utiliser ce que j'ai déjà démontré dans le paragraphe d'avant, c'est-à-dire delta H égale Q. Ça, on admet que le premier principe s'écrit sous cette forme. On peut le redémontrer, bien sûr, en refaisant la démonstration que j'ai déjà faite, mais vraiment, ce qui est attendu, c'est que vous maîtrisiez cette loi-là, autant que la forme primaire du premier principe. Transformation isobare, on a le droit d'écrire ça, toujours. Et pour un gaz parfait, on peut utiliser la deuxième loi de Joule pour exprimer delta H, puisque delta H c'est Cp delta T, et Cp delta T égale Q. Voilà, avec Cp qui vaut gamma NR sur gamma moins 1. Voilà donc pour l'expression des lois à connaître pour une transformation isobare d'un gaz parfait. Alors une autre transformation un petit peu plus difficile à décrire, c'est la transformation isotherme. J'en ai déjà parlé, hein, mais un gaz peut subir une transformation isotherme, sa température va rester constante. La loi de conservation ici est particulièrement simple, puisque T égale constante équivaut pour un gaz parfait au produit PV qui est constant. Donc ça veut dire qu'entre deux états quelconques, on a P1V1 qui vaut P2V2. Voilà, le produit PV se conserve au cours d'une transformation isotherme d'un gaz parfait. Alors comment va-t-on représenter une transformation isotherme dans un diagramme de Watt? Ça va se représenter de la façon suivante. Alors, en fait, ce que j'ai représenté là, c'est une branche d'hyperbole. C'est pas un hasard. C'est un peu comme une courbe y égale 1 sur x en mathématiques. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment une branche de ce type de courbe. Et c'est pas un hasard, parce que si vous repartez de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Vous avez P qui vaut nRT sur V. Mais pour une isotherme, T c'est une constante et NR aussi. Donc tout ce qui est en haut c'est une constante. On a P qui vaut constante sur V. Sauf que P c'est en ordonnée, V c'est en abscisse. Donc on a ici une loi de la forme Y égale constante sur X. Et Y égale constante sur X dans un plan XY, c'est simplement une branche d'hyperbole. Voilà. Donc ça c'est important, il faut toujours les représenter dans ce sens-là. Enfin dans ce sens-là, je veux dire incliné avec une concavité comme ça, hein, surtout pas dans l'autre sens parce que ce serait totalement faux. Et on distingue évidemment deux choses, qu'on appelle une détente isotherme avec le volume qui augmente ou une compression isotherme avec le volume qui diminue. Et la pression qui augmente parce que comme le produit PV est constant, si le volume augmente, la pression diminue forcément. Alors, si on veut représenter plusieurs isothermes, c'est important de savoir comment sont les températures relativement les unes aux autres. Alors les courbes isothermes sont donc des hyperboles, comme on l'a vu. Hein. Ça c'est, voilà, si on est à une température T1, on va rester sur la courbe bleue. Mais les autres isothermes sont comme ça en fait. Donc ça, on va l'admettre, hein, on peut le montrer. Vous pouvez tracer les choses sous Python en faisant P égale constante avec une constante qui s'écrit nRT, puis voir un peu quelle tête ça a. En tout cas, vous allez voir que plus la température augmente, plus on a des isothermes qui sont en fait vers la droite et vers le haut. Hein, donc la température T3, c'est une isotherme qui est par là dans le diagramme. C'est important pour se repérer parce que si vous passez d'une température à une autre, eh bien c'est important de savoir comment vous allez traverser les isothermes. Donc voilà le principe de la représentation d'une isotherme
ou d'une transformation isotherme dans un diagramme de Watt. Est-ce qu'on peut estimer le travail reçu par le gaz au cours de cette transformation? Sans problème, il faut le calculer. Pour ça, on part du travail des forces pressantes, moins PDV, et on intègre, pour avoir le travail des forces pressantes au cours de la transformation. Alors attention, parce que ici, P, c'est pas une constante. P, c'est pas une constante, et elle va dépendre de V. Donc il faut l'exprimer en fonction de V. Par contre, T0, la température du gaz, c'est une constante, on va noter T0, la température du gaz. Donc la loi des gaz parfaits nous donne directement que P, c'est nRT0 sur V. On va reporter, et ça fait le travail des forces pressantes est égal à l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins P dV, où P vaut nRT0 dV sur V. nRT0 c'est constant, je le sors devant l'intégrale, et il me reste intégrale de dV sur V, entre l'état initial et l'état final. Bon, bah ça, en maths, ça doit vous rappeler des souvenirs, hein, intégrale de dx sur x, ça fait intervenir la fonction ln, qui est une primitive de la fonction inverse. Donc on a ln moins nRT0, ln de Vf moins Vi, ce qu'on va s'empresser de réécrire, hein, quand on a une différence de deux logarithmes, on l'écrit sous forme d'un quotient. Donc ln de Vf sur Vi. Et on a ainsi le travail reçu par le système, donc le gaz, de la part des forces pressantes. Voilà. Je vous laisse vérifier que le signe est cohérent. Qu'est-ce qui se passe si Vf est plus grand que Vi? Est-ce qu'on trouve bien quelque chose? Alors notez que cette formule, voilà, elle n'est pas immédiate, hein, il faut la redémontrer à chaque fois. Et d'autre part, bah, ça correspond au signe près à l'air sous chacune de ces deux courbes, là. Donc à l'air sous une courbe isotherme. Alors là, je l'ai exprimé en fonction du volume. Mais en fait, si on a besoin d'exprimer en fonction de la pression, ce travail, il n'y a pas de problème, on y arrive. Pourquoi? Parce que on utilise la loi de conservation qui nous dit que PFVF c'est PIVI, qu'on peut réécrire VF sur VI égale PI sur PF. Donc après, il suffit de remplacer ici le quotient VF sur VI par PI sur PF. Et là, j'ai mis PF sur PI en changeant le signe. Bon, ça revient au même. Mais on a vraiment des formules relativement symétriques. Voilà. Parfois, c'est plus utile de l'écrire comme ça, parce que ce qu'on a dans l'énoncé, c'est la pression et c'est pas le volume. Donc, quand c'est le cas, il vaut mieux mettre ça sous cette forme-là. C'est plus pratique pour faire les applications après. Alors, comment va s'écrire le premier principe pour une transformation isotherme? La première chose à remarquer, c'est que si on a un gaz parfait et une transformation isotherme, par définition, la température ne varie pas, mais on a aussi vu que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc, si la température est constante, alors l'énergie interne du gaz est constante. Voilà. On ne peut pas faire varier l'énergie interne du gaz avec une transformation isotherme. Delta U est égal à 0, et donc je peux écrire le premier principe sous forme 0 égale W plus Q, ou encore Q égale moins W. Donc c'est comme ça que s'écrit le premier principe, hein. Elle va simplement dire que l'énergie thermique reçue par le gaz et le travail reçu par le gaz sont opposés. Comment on interprète ça physiquement? Ça consiste simplement à dire que, à tout instant, dans une transformation isotherme, l'énergie thermique reçue par le gaz est égale à l'opposé du travail reçu. Et si le gaz reçoit de l'énergie thermique, autrement dit, voilà, s'il reçoit de l'énergie par transfert thermique du milieu extérieur, pour rester à température constante, il n'a pas le choix, le gaz. Il doit fournir un travail mécanique au milieu extérieur. Parce que s'il ne fait que recevoir de l'énergie thermique sans rien faire ailleurs, il va s'échauffer, sa température va augmenter. Donc il doit forcément fournir un travail. Donc s'il reçoit de l'énergie Q positif, il doit fournir un travail au milieu extérieur, donc W négatif, pour rester à température constante. Et puis c'est l'inverse, hein, s'il fournit de l'énergie thermique au milieu extérieur, il doit recevoir un travail mécanique pour rester à température constante. Voilà comment on interprète une transformation isotherme pour un gaz parfait. Alors à noter qu'on peut du coup exprimer l'énergie thermique reçue par le gaz de manière très simple, parce que s'il n'y a que les forces pressantes qui travaillent, on a Q égale moins WP. Voilà, par cette équation-là. Puis comme W, on l'a déjà calculé, eh bien on l'exprime. Voilà. Donc là, on a finalement tous les termes énergétiques utiles dès qu'on a une transformation isotherme d'un gaz parfait. Ensuite, les transformations adiabatiques.
Alors ça, c'est un mot qu'on a déjà vu, hein, mais c'est un peu nouveau pour nous. On suppose qu'un gaz parfait va subir une transformation adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'échange pas d'énergie thermique avec le milieu extérieur, donc Q égale à 0. Alors j'ai mis un texte ici, mais on le lira après. La loi de conservation, pour une transformation adiabatique d'un gaz parfait, eh bien, elle va s'écrire de la façon suivante. PV puissance gamma égale constante. C'est ce qu'on appelle les lois de Laplace. Alors ça tombe du chapeau. Je ne l'ai pas démontré. En fait, on peut le démontrer. Je l'ai fait en annexe. La démonstration n'est pas à connaître encore cette année, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. En tout cas, on admet que voilà, pour une transformation adiabatique d'un gaz parfait, eh bien, c'est le produit PV puissance gamma qui se conserve. Et il y en a deux autres. TV puissance gamma moins 1 égale constante. Et T puissance gamma, P puissance 1 moins gamma égale constante. Alors, vous allez dire, ça fait beaucoup de choses à retenir, avec des exposants qui ne sont pas évidents. En fait, non, c'est très simple, il faut juste retenir la première. Si vous retenez celle-ci, vous avez automatiquement les deux autres en moins de 2 lignes. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces deux autres-là viennent directement de ça plus l'équation des gaz parfaits. En fait, ça consiste à éliminer l'une des deux variables en utilisant l'équation des gaz parfaits. Je vous montre comment on fait. PV puissance gamma égale constante. Voilà, si je veux éliminer P par exemple, ça se traduit par nRT sur V fois V puissance gamma égale constante. Et comme nR est constant, eh ben j'ai quoi? J'ai T V puissance gamma moins 1 qui est constant. Donc vous voyez, en même pas deux équations, j'ai retrouvé ça. Et puis pour l'autre, c'est exactement pareil. On va éliminer V. V, c'est nRT sur P. Donc voilà, nR, c'est une constante. Donc il n'y a pas besoin de s'intéresser à ce terme. On a P sur P puissance gamma, donc P puissance 1 moins gamma, et T puissance gamma. Voilà, donc on a la troisième ici. Ces lois-là, on les appelle les lois de Laplace, à retenir avec l'hypothèse transformation adiabatique d'un gaz parfait. Alors, il y a une hypothèse en plus, en fait, que je ne vous détaille pas, c'est adiabatique, mais il faut que la pression et la température du gaz soient vraiment parfaitement définies à tout instant. Donc voilà, c'est une transformation, c'est ce que je mets là. On appelle les transformations quasi-statiques, ces transformations où la température et la pression sont vraiment définies à chaque instant dans le gaz. Autrement dit, on néglige des phénomènes du style ondes sonores ou des pistons qui se déplaceraient trop rapidement, tels que la pression du coup serait plus uniforme ou plus définie dans le gaz. Voilà, mais si c'est le cas, en fait ce sera toujours le cas cette année, eh bien vous pouvez utiliser ça pour une transformation adiabatique d'un gaz parfait. Comment se représente une transformation adiabatique dans un diagramme de Watt? Alors ça se représente comme ceci. Alors là j'ai représenté deux courbes isothermes en rouge et en bleu, et en noir c'est la transformation adiabatique. Donc déjà on distingue deux cas, détente adiabatique avec le volume qui augmente, ou dilatation adiabatique, et la compression adiabatique pour laquelle on a le volume qui diminue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Eh bien, on voit que ça a un peu la même tête qu'une isotherme. C'est aussi une espèce de branche d'hyperbole, avec une courbure qui est toujours dans ce sens-là. Mais on ne reste pas sur une isotherme, forcément, puisque isotherme, ce n'est pas adiabatique pour un gaz. On remarque directement que, avec une détente adiabatique, eh bien, on part d'une température initiale plus élevée et on arrive à une température plus faible. Et avec une compression adiabatique, c'est l'inverse. On comprime en partant d'un point de température plus bas et à la fin de la compression, le gaz a une température plus élevée. Comment est-ce qu'on peut justifier l'allure de ces courbes? Alors c'est simplement que si on utilise la première loi de Laplace, PV puissance gamma égale constante, on a P équivaut à une constante sur V puissance gamma. Et comme gamma est plus grand que 1, on va pouvoir montrer qu'en tout point, gamma plus grand que 1, ça va impliquer graphiquement que si vous prenez un point sur une isotherme, eh bien la courbe adiabatique aura forcément une pente plus importante. Avec gamma plus grand que 1, c'est obligé. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, faites une petite simulation en Python. Vous faites une isotherme et une adiabatique qui passent par un point donné, et vous allez voir qu'avec gamma plus grand que 1, on a forcément la pente qui est plus grande. Donc on traverse en fait les isothermes. Si on va par là, on traverse les isothermes en température croissante. Alors on va interpréter ça tout de suite après.
comment s'écrit le premier principe pour une transformation adiabatique? C'est simplement delta U égale W. Pourquoi? Parce que Q égale à 0 par hypothèse. Et donc W, si c'est que le travail des forces de pression, ce sera WP. Mais on a le premier principe qui s'écrit comme ça. En l'absence de transfert thermique, la variation d'énergie interne du gaz, c'est seulement lié aux travaux mécaniques qui s'appliquent sur le gaz. Et d'après la première loi de Joule, on peut écrire CV delta T égale W, le travail reçu par le gaz. Alors, c'est vraiment important de comprendre que dans une transformation adiabatique, pour un gaz, c'est le travail reçu ou donné qui va modifier la température du gaz. Voilà, c'est pas l'énergie thermique reçue, c'est vraiment le travail des forces de pression. Au passage, on voit clairement que si le gaz est comprimé, c'est qu'il reçoit du travail, W est positif, et ça va impliquer, comme CV est positif, que delta T sera positif, donc sa température augmente. On retrouve exactement ce qu'on avait montré ici. Ici, le gaz est comprimé, il reçoit un travail, sa température augmente, forcément. Et ensuite, pour une dilatation adiabatique, la température diminue, parce que le gaz fournit du travail, donc W est négatif, delta T est négatif. Voilà. Donc au passage, ça peut vous surprendre un peu, mais si vous comprimez un gaz et que vous empêchez les échanges thermiques, le gaz à la fin il sera plus chaud, uniquement à cause de la compression. Donc ça, il faut vraiment s'habituer à ça. Une compression adiabatique échauffe un gaz. Et enfin, le grand E, c'est un exercice que je vous laisse faire, que je compléterai plus tard, une fois que vous aurez essayé de le faire et que éventuellement vous m'aurez posé des questions sur ce que vous n'avez pas réussi à faire. C'est une transformation qui va en fait prendre en compte les 4 premières transformations qu'on a déjà vues. Ça s'appelle une transformation polytropique. C'est défini par PV puissance K égale constante. Bon, ça, vous voyez tout de suite que si K égale gamma, on retombe sur le cas d'une transformation adiabatique. Tiens, si K égale 1, c'est intéressant aussi, on retombe sur un cas qu'on a déjà vu. Voilà, donc en fait, le but, ça va être d'essayer d'interpréter cette transformation générale et de voir tout ce qu'on peut dire rien qu'avec ça. Et vous allez voir que ça va nous donner encore un bel outil pour faire de la thermo du gaz parfait. Voilà, donc je descends. Et je m'arrête là pour cette vidéo qui est assez dense, comme vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas à reprendre tout ça, réécrire vraiment et me poser des questions si besoin.